De tous les mystères que recèle notre planète, ceux des grands fonds marins sont pour l'homme les plus difficiles à pénétrer. Seule la technologie du XXe siècle a permis de les dévoiler. Au lieu d'un désert sans vie, les explorateurs ont découvert des milliers de créatures inconnues. Une vie insoupçonnée jusqu'alors, en particulier sur les grandes failles océaniques. Mais la découverte du monde abyssal est difficile et onéreuse. C'est en permanence un défi technologique. Les mécanismes de la vie dans les abysses et quantité d'espèces animales nous sont encore inconnus. La mission des océanographes est immense. L'un des plus réputés d'entre eux, Craig Smith, professeur à l'université de Hawaï, a eu l'intuition visionnaire que les cadavres de baleines seraient son sésame pour percer le mystère du peuplement des abysses. Pendant de nombreuses années, on s'est demandé de quoi se nourrissaient les animaux vivant dans les grandes profondeurs. À ce titre, un célèbre chercheur, August Krogh, un microbiologiste danois, pensait dans les années 30 que les baleines mortes qui atteignaient les grands fonds océaniques pouvaient représenter une source importante de nourriture. Alors que j'étudiais les apports énergétiques dans les grands fonds, j'ai commencé à m'intéresser aux baleines. Quelques années plus tard, je poursuivais mes recherches sur l'écologie des abysses, quand au cours d'une exploration, l'équipage du submersible a repéré sur le sonar une masse qui ressemblait à une formation rocheuse. En s'approchant, ils ont constaté qu'il s'agissait d'un énorme squelette. Le squelette d'une baleine bleue de 21 mètres de long qui avait dû peser près de 65 tonnes à l'origine. Les baleines sont les plus grands mammifères de notre planète. Elles sillonnent constamment toutes les mers. Malgré la chasse intensive dont elles ont fait l'objet, leur nombre, toutes variétés confondues, est estimé à au moins 2 millions. Chaque année, environ 70 000 baleines meurent. 10% s'échouent sur les plages ou se décomposent en flottant à la surface de la mer, tandis que 90% d'entre elles coulent et, comme des épaves, vont se poser au fond des océans. Depuis 20 ans, Craig a entrepris de vérifier l'hypothèse d'August Krogh et d'essayer de déterminer l'importance du rôle des baleines dans l'écologie des abysses. Le point de départ de la nouvelle mission d'exploration de Craig se trouve sur la côte ouest des États-Unis, à Monterey, au nord de la Californie. L'expédition doit durer 10 jours. Le programme, observer 3 cadavres de baleines à des étapes différentes de leur décomposition. Craig a réuni une équipe internationale de scientifiques, principalement des biologistes. Elle embarque à bord du Western Flyer, un navire océanographique ultramoderne conçu spécialement pour la recherche scientifique sur les grands fonds marins. Le Western Flyer est équipé d'un ROV, un véhicule télécommandé. L'Institut MBARI a développé ce modèle unique de ROV, le Tiburon. Il est capable de plonger à 4000 mètres de fond et d'y évoluer pendant des heures grâce à l'énergie électrique que lui fournit son navire de support.
Le Tiburon est doté d'un bras lui permettant d'effectuer des manipulations extrêmement précises et de 3 caméras vidéo de haute résolution. C'est l'outil indispensable pour pouvoir lever le mystère des grandes profondeurs. Bonjour, capitaine. Salut. Alors, ça donne quoi, la météo? Eh bien, voici les cartes de ce matin. On annonce la plus grosse tempête de ces 10 dernières années avec des vagues pouvant atteindre 13 mètres. Alors, demain, la mer sera encore plus mauvaise qu'aujourd'hui. D'accord. 6 plongées, 6 jours. C'est tout ce qu'on a. Vous ne pourrez pas faire tout ce que vous aviez prévu. Oui, effectivement, oui. La tempête bloque le navire à quai. Ce retard est dramatique pour Craig. Le programme d'expérience qu'il a mis en place est en danger. Ce sont des mois d'efforts pour réunir le financement de l'expédition et rassembler une équipe de chercheurs de premier ordre qui risque d'être anéantie. La tempête sévit pendant 4 jours. Puis les conditions météo redeviennent clémentes et le Western Flyer peut enfin prendre la mer. Le navire océanographique fait route vers un groupe d'îles situées au large de Los Angeles. Bon, voyons la logistique. Nous sommes partis avec 4 jours de retard et nous n'effectuerons que la moitié des plongées prévues. Ce qui nous oblige à revoir notre programme de prélèvement et à procéder par ordre de priorité. On devra improviser un peu et voir comment ça se passe. On essaiera d'effectuer 2 plongées par jour. L'équipage est d'accord. Il vaudra mieux ne pas se relayer dans la cabine de pilotage quand le ROV sera au fond. La plupart d'entre nous sera occupé à travailler sur ses propres échantillons. Mais lorsqu'il remontera, on aura besoin de tout le monde pour traiter les échantillons après chaque plongée. À la fin de la journée, il y aura une pause de 8 heures pour que l'équipage du ROV puisse se reposer et on devrait pouvoir dormir un peu. Au bout de 4 ou 5 jours de plongée, tout le monde sera vraiment fatigué. Ce sera difficile de vous tirer du lit le matin. Une journée de mer suffit au Western Flyer pour atteindre la zone où reposent les 3 cadavres de baleines par plus de 1500 mètres de fond. Ces 3 carcasses se trouvent sur la route de migration des baleines grises, les baleines les plus répandues dans le nord-est du Pacifique. Au jour tombant, le Western Flyer se positionne à la verticale de la première carcasse de baleine. Cela fait 18 mois qu'elle s'est échouée sur le plancher océanique. L'équipe technique, composée de pilotes et d'ingénieurs, effectue les derniers réglages, teste les procédures et s'assure du parfait fonctionnement du robot. Tout est mis en œuvre pour que le voyage de ce vaisseau par 1700 mètres de fond s'accomplisse sans encombre. Pas question de perdre le contrôle de cet outil de plusieurs millions de dollars, crucial pour la mission que dirige Craig.
Big wave. Big wave. Chunky. All right, ready for release? Yeah, ready. Arming. Releasing now. We have release. Le Tiburon entame sa descente à la vitesse de 40 mètres par minute. Un unique câble de moins de 2 cm de diamètre le relie au Western Flyer. Toutes les commandes, toutes les informations et toutes les images que recueille le robot transitent par ce cordon ombilical. Nous effectuons notre première plongée et nous entamons notre descente dans la colonne d'eau. Nous traversons une grande quantité de pluie particulière, c'est la principale source de nourriture dans les grands fonds marins. Le milieu profond est très pauvre en nourriture. Quasiment toute la matière organique qui se dépose au fond vient de la surface. Elle traverse cette immense colonne d'eau. Au fond de l'océan, il n'y a pas de lumière, pas de plantes. C'est un désert dénué de nourriture. Les animaux sont de petite taille, les populations sont très réduites. Leur densité au mètre carré est extrêmement faible. Les créatures que l'on rencontre à ces profondeurs ont dû s'adapter à de multiples contraintes. Une pression écrasante, une température de 2 à 4 degrés seulement, pas la moindre forme de lumière et une quasi-absence de ressources alimentaires. Leur métabolisme, tout comme leur croissance, est extrêmement lent, ce qui leur autorise de longues périodes de jeûne. En revanche, elles bénéficient d'une longévité exceptionnelle qui peut facilement atteindre 100 ans. Elle ne se déplace qu'avec circonspection et lenteur. La vie dans les abysses ignore la vitesse. Le positionnement est très bon. On a pris de très bons repères la dernière fois. Malgré la sophistication des systèmes de navigation dont est doté le robot, il n'est pas si simple de retrouver un objectif dans l'immensité des abysses. Le fond de l'océan n'offre que très peu de repères. Mais cette fois, les coordonnées de la carcasse sont bien précises. Et il ne faut au sonar du Tiburon que quelques minutes pour détecter la baleine. La voilà. Waouh. On dirait un fantôme. Le fantôme de l'opéra. C'est le premier stade de la décomposition d'une baleine.
On l'appelle le stade des charognards mobiles parce que cela attire une kyrielle de charognards qui sont parfaitement adaptés à ce régime alimentaire. Le cadavre de la baleine est criblé d'animaux ressemblant à des anguilles, des myxines. Les myxines sont des charognards extrêmement voraces. Ces animaux primitifs sont dépourvus d'yeux et de mâchoires, mais leur tête dispose de glandes dont les sécrétions sont utilisées pour assurer leur défense. Ce sont des animaux extrêmement résistants. Un de mes étudiants voulait ramener des myxines pour les étudier à Hawaï. Alors il les a mises au congélateur pour la journée, et quand nous sommes arrivés à Hawaï et qu'il les a sorties, elles étaient toujours en vie, après 24 heures au congélateur. On s'est longtemps demandé comment les charognards pouvaient repérer leur proie dans l'immensité quasi désertique de l'océan. Il existe plusieurs théories. L'une d'entre elles veut que lorsqu'une carcasse de baleine coule et touche le fond, elle émet une onde de choc à travers le sédiment qui attire les animaux dans un périmètre de plusieurs centaines de mètres. Ils perçoivent l'onde de choc qui se propage et ils essaient alors de localiser la carcasse. Le sens olfactif joue aussi un rôle important. On pense qu'un nuage d'odeur se déplaçant avec la colonne d'eau attire les charognards. Prenons une baleine morte par exemple. Sa carcasse dégage un nuage d'odeur qui se répand en forme d'entonnoir avec le courant. Grâce à l'énergie turbulente des courants, ce nuage devient de plus en plus large. Les charognards qui dérivent sur le fond détectent ce nuage d'odeur et se mettent à le remonter en le parcourant de droite à gauche jusqu'à ce qu'ils perdent la trace de l'odeur. Auquel cas, ils font demi-tour et remontent le courant jusqu'à la carcasse. Les ténèbres des grandes profondeurs hébergent quelques rares grands poissons. Le lémargue dormeur, un requin qui vit exclusivement dans ces eaux froides et obscures, vient lui aussi prélever sa part de ce providentiel butin. Malgré les quantités que ce charognard emporte à chaque bouchée, la carcasse est bien loin d'être dévorée. Cette carcasse pèse environ 35 tonnes. Et étant donné la vitesse à laquelle les tissus sont consommés, on estime qu'il faudra entre 1 et 2 ans à ces charognards pour venir à bout de toute la chair et ne laisser qu'un tas d'os. C'est assez incroyable de voir le nombre de charognards agglutinés autour de cette carcasse. Car pendant des années, on s'est interrogé sur la quantité de charognards susceptibles d'être attirés par une baleine. On est vraiment surpris d'en voir autant. C'est très impressionnant. Une autre espèce de charognard s'attaque à la matière organique du cadavre. Ce sont les amphipodes. Ces minuscules crustacés se comptent par millions. Eux aussi ont développé de surprenantes aptitudes à la difficile vie dans les abysses. Ils parviennent à survivre sans s'alimenter pendant presque 2 ans. Mais lorsque l'opportunité d'un bon repas se présente, leur corps a la faculté de tripler de volume pour permettre le stockage de réserves. Avant que nous ne commencions à étudier les baleines mortes, avant notre découverte du premier squelette de baleine, on disposait déjà d'informations sur les baleines mortes qui flottaient à la surface, mais personne ne savait ce qu'il advenait d'elles lorsqu'elles coulaient jusqu'au fond. On se doutait qu'elles représentaient une ressource alimentaire considérable pour certains animaux des grands fonds. Mais personne n'avait pu imaginer qu'on découvrirait toute une faune vivant exclusivement sur les carcasses de baleines et nulle part ailleurs.
Ce lien entre des communautés animales vivant au fond de l'océan et les baleines en surface était vraiment insoupçonné. 2 heures sont nécessaires au Tiburon pour regagner la surface après cette odyssée dans les profondeurs de l'océan. Sans tarder, le Western Flyer met le cap sur la seconde carcasse de baleine inscrite au programme de l'expédition. Cette carcasse, Craig la connaît déjà. Elle s'était échouée sur une plage de Californie et il était intervenu pour la remorquer en mer, puis pour l'envoyer par 1600 mètres de fond. Après 6 années passées sur le plancher de l'océan, il est probable que ses chairs aient été déjà dévorées. Cette deuxième plongée dans les abysses sera l'occasion pour les biologistes d'effectuer une série de prélèvements autour du cadavre. Dès 150 mètres, la lumière solaire n'existe plus pour l'œil de l'homme. Plus profond encore, vers 1000 mètres, c'est la nuit absolue pour toutes les créatures vivantes. Au cours de sa descente vers le fond de l'océan, le Tiburon croise d'étranges créatures, les vigies d'un monde encore largement inconnu à la science océanographique. Les espèces gélatineuses qui peuplent la colonne d'eau ont longtemps été méconnues, car ces animaux invertébrés se transforment en une masse informe sitôt sortis de leur milieu naturel. Avec les outils modernes d'observation sous-marine, on a pu commencer à les identifier et à les inventorier. Alors que les espèces terriennes se comptent par milliers, dans les abysses on doit changer d'échelle et parler de millions d'espèces, nouvelles pour la plupart. Parmi les milliers d'animaux qui composent les espèces gélatineuses, figure le plus grand invertébré de notre planète, un siphonophore qui peut mesurer jusqu'à 50 mètres de long. Cette gigantesque méduse, qu'on appelle la Grande Rouge, possède une cloche d'1 mètre de diamètre. Elle ne dispose pas de tentacules, mais de bras gigantesques dans lesquels elle enserre ses proies. Ces caractéristiques si particulières n'ont pas permis de la ranger dans une famille de méduses existantes.
Ce poulpe à oreilles s'était longtemps dissimulé dans la vaste nuit abyssale. Ses oreilles, qui lui ont valu d'être surnommé Dumbo, sont en réalité des nageoires qui lui permettent de se mouvoir dans les courants faibles des grands fonds. Conformément aux estimations de Craig, il ne demeure plus de l'infatigable voyageuse qu'un squelette immense. Ça, c'est le squelette d'une baleine que nous avons coulée il y a 6 ans, en 1998. Elle pesait environ 35 tonnes. Les os ont encore l'air intacts, ils sont à peine décomposés. Voilà les mandibules et le rostrum. Tu reconnais les os, Paul? Les os sont recouverts d'un épais tapis de bactéries. Ce sont des bactéries qui utilisent le sulfure d'hydrogène dégagé par la carcasse comme source d'énergie. Ces os sont tellement riches en matière organique que les bactéries qui les décomposent doivent le faire sans oxygène. Là, vous pouvez voir les tubes sécrétés par les vers. Les vers se nourrissent de la chair qui s'est détachée de la baleine. Ici encore, on voit de la matière organique qui jonche le sol. Les vers sont des animaux opportunistes qui vivent en communauté très dense. Après le passage des charognards mobiles, c'est maintenant le tour d'un petit peuple presque invisible de venir profiter de cette toujours providentielle opportunité énergétique. Vous voyez à quel point le sédiment est riche autour de la baleine? Regardez ces vers qui se balancent d'avant en arrière. Ce sont des vers polychètes. Take me, take me. Come over here, I'll suck your blood. Okay, we're ready, Buzz, when you are. Okay. That is wobbling pretty bad. Le bras articulé du tiburon procède à une série de prélèvements méthodiques dans les sédiments qui environnent la carcasse. Craig espère y découvrir quantité de micro-organismes, en particulier des vers polychètes, et comprendre ainsi le rôle des bactéries qui prévalent à cette étape. Cette seconde phase de la décomposition des cadavres des baleines est dominée par des espèces qui ne vivent nulle part ailleurs. Elles atteignent parfois des densités de plus de 45 000 individus par mètre carré, les plus fortes des écosystèmes profonds. We use that for carbon. On a la chance de vivre des choses passionnantes, mais le plus fascinant, c'est quand on récupère quelque chose qui intéresse les scientifiques. Ils sont vraiment enthousiastes
et on a réellement l'impression de les aider dans leurs recherches. C'est ça le plus intéressant, récupérer quelque chose de rare dont les scientifiques ont réellement besoin. Le retour du Tiburon est attendu fébrilement par les biologistes. Ils doivent limiter la durée d'exposition des échantillons à l'oxygène et à la température ambiante, de crainte qu'ils ne se dégradent. Ensuite, c'est l'espoir de voir dans l'une de ces carottes, une fois son contenu placé sous un microscope, un phénomène nouveau, un animal inconnu qui viendrait enrichir le panorama de la faune abyssale. Ce qui est particulièrement intéressant avec la recherche dans les abysses, c'est que presque tous les spécimens que l'on découvre sont de nouvelles espèces. Notre travail est assez élémentaire. Il consiste à décrire la faune de façon traditionnelle, mais cela contribue à mieux connaître et à mieux comprendre l'écologie des milieux profonds. Cet animal est très insolite. Thomas vient de le trouver. Il ne ressemble à rien de ce qu'on a l'habitude de voir. Je vais vous le montrer à l'écran. C'est celui-là, Thomas? Oui, mais je n'ai pas réussi à trouver la bouche. C'est vraiment très étrange, c'est la première fois que je vois ça. Il s'agit sans doute d'une nouvelle espèce. L'étude des vers polychètes, dont on a déjà dénombré 8000 espèces, pourrait paraître secondaire. Or, ces animaux nous renseignent mieux qu'aucun autre sur les origines du peuplement des abysses. L'existence des vers polychètes date de l'explosion cambrienne, il y a près de 600 millions d'années. Certains des premiers organismes qu'on a trouvés sous forme de fossiles étaient des vers polychètes. Pour Thomas, l'analyse de l'ADN de ces vers représente une chance de reconstituer des pans manquants de l'histoire de l'apparition de la vie. Quelques heures à peine après avoir remonté les échantillons de sédiments, le Tiburon plonge à nouveau sur la même carcasse avec un nouvel objectif. Rapporter cette fois un morceau du squelette. Ah, ça ressemble à quelque chose d'intéressant. On va essayer de remonter cet os. On va manœuvrer très lentement, mais... En douceur. Ouais. Okay. Professor Tyler, would you come help us with our bone, please? We can't do it without you.
Warm, rotten oil So meat. bad. Oof. Bad. Whales have a very distinct odor when Les baleines dégagent une odeur très particulière quand elles pourrissent. Une odeur très spécifique, très forte. Et si vous devez couler une baleine morte, comme nous l'avons fait, vos vêtements resteront à jamais imprégnés de cette odeur. Vous n'aurez plus qu'à les jeter. Cette forte odeur indique qu'une intense activité bactérienne se déroule à l'intérieur de l'os. La microbiologiste de l'équipe nous explique ce processus. Ici, nous prélevons des échantillons sur l'os de la baleine. Ces échantillons nous permettront de faire des analyses moléculaires, d'étudier l'ADN et de procéder au comptage des bactéries. Les bactéries se dégradent très rapidement une fois qu'elles sont ramenées à la surface et qu'elles entrent en contact avec les températures ambiantes. C'est pourquoi les microbiologistes sont obligés de travailler à des températures très basses, à moins de 5 degrés. Ce qu'il y a d'intéressant sur les squelettes de baleines, c'est qu'on trouve une chaîne alimentaire qui repose sur le sulfure d'hydrogène, une substance vraiment très odorante. Le sulfure d'hydrogène est produit par des bactéries qui décomposent les graisses à l'intérieur de l'os. Et ce sulfure d'hydrogène est le premier maillon de la chaîne alimentaire qui se développe autour de l'os. Il permet aux animaux qui vivent en symbiose avec des bactéries chimiosynthétiques d'utiliser le sulfure comme source d'énergie. En dégradant la moelle, les bactéries émettent une substance, le sulfure d'hydrogène. Cette substance chimique très toxique crée paradoxalement le premier échelon d'une chaîne alimentaire spécifique aux abysses. Il s'agit de chimiosynthèse, c'est-à-dire d'une production primaire permettant le développement de la vie, d'une manière complètement autonome en regard de la bien connue photosynthèse qui joue un rôle équivalent à la surface de la Terre. Autour des vertèbres de la baleine, la vie ne dépend pas de la lumière ni des végétaux, mais d'une réaction chimique. Nous pensons que ce sont surtout les squelettes de baleines, très riches en graisse, qui permettent le développement de la faune chimiosynthétique. Les os de baleine sont très grands, très massifs. Apparemment, il faut que les os aient une certaine taille et une teneur en graisse minimale pour qu'ils puissent produire le sulfure nécessaire aux animaux chimiosynthétiques. Les os de requins, de dauphins ou les arêtes de poissons renferment également des graisses, mais ils ne sont probablement pas assez gros pour permettre à la vie de s'y développer. Cela fait maintenant 4 jours que le Western Flyer est en mer. Il atteint son 3e objectif, une baleine qui repose sur le sédiment depuis au moins 50 ans. Pour Craig, il s'agit de retrouvailles avec le tout premier squelette de baleine qu'il a découvert. Des ossements épars, quelques vertèbres. Cette carcasse ressemble cette fois à une ruine ancienne, oubliée de tous ou presque. Pourtant, quelques rares animaux semblent l'avoir choisie comme abri. C'est le premier squelette de baleine que nous avons trouvé sur le plancher océanique. Il ressemblait à une formation rocheuse. Mais en fait, c'était le squelette d'une baleine bleue de 23 mètres qui devait peser près de 60 tonnes à l'origine. Quand on l'a découverte, le pilote du submersible nous a demandé « Mais comment vous pouvez être sûr que ce n'est pas un dinosaure ?» Si c'en était un, il serait enseveli sous des millions d'années de sédiments. Ce squelette est tellement grand qu'il peut faire penser à un dinosaure, effectivement, mais c'est bien une baleine qui doit reposer ici depuis 50 ou 60 ans. Nous craignons qu'à notre retour, il n'y ait plus aucune trace de vie, qu'il ne reste plus rien, plus de clams. Eh bien, nous avions tort parce que le squelette est encore couvert d'animaux. C'est impressionnant. Alors que la carcasse semble avoir atteint un stade minéral, sans plus aucune vie,
La présence de ces rares animaux, tout particulièrement celle des clams, intrigue Craig. Le crâne de la baleine est très riche en graisse. C'est un bon endroit pour les clams. On va chercher un endroit facile pour les ramasser. Nous allons maintenant examiner les clams qui ont été recueillis autour de la baleine. Et celui qui nous intéresse tout particulièrement, c'est ce clam. On pourrait le prendre pour un clam quelconque, mais en réalité, il s'apparente à d'autres espèces de clams très particulières. Ils sont blancs à l'extérieur, mais quand on les ouvre, on s'aperçoit qu'ils sont très rouges. Les animaux qui vivent en symbiose avec des bactéries chimio-synthétiques ont souvent un sang très très rouge. C'est un signe qui ne trompe pas. Le sang est très rouge parce qu'il contient une quantité importante d'hémoglobine. L'hémoglobine est une protéine identique à celle des humains qui permet de fixer l'oxygène dans le sang. Dans ces environnements, la concentration en sulfure d'hydrogène est très élevée. Et ces clams ont donc besoin d'une plus grande quantité d'hémoglobine pour pouvoir puiser l'oxygène dans l'eau et survivre. Si notre sang contenait autant de sulfure d'hydrogène, qui est la principale source d'énergie dans cet environnement, on en mourrait. La taille type de ces clams, c'est 4 cm. Mais ils sont génétiquement très proches des grands clams que l'on trouve aux abords des cheminées hydrothermales dans l'est du Pacifique. En 1977, une mission franco-américaine qui explore les dorsales océaniques découvre par le plus grand des hasards les oasis hydrothermales. Aux abords des fumeurs qui crachent des substances toxiques à très haute température, une surprise de taille les attend. Des colonies de vers géants, de moules, de crevettes et de clams. Cette découverte va ébranler les principes mêmes des théories des biologistes, qui ne connaissent jusqu'alors que la photosynthèse comme source de la vie sur notre planète. La découverte de l'hydrothermalisme sous-marin a révélé aux chercheurs un tout autre système biologique permettant la création du vivant. L'hydrothermalisme repose sur une énergie d'origine géochimique et non pas sur l'énergie produite par le Soleil en surface. Avant cette découverte, on nous avait toujours enseigné que la vie dépendait entièrement de la photosynthèse et de ce qui était produit en surface. Puis, tout à coup, en 1977, les chercheurs découvrent des écosystèmes qui ne reposent pas sur la photosynthèse, mais qui reposent à la place sur un processus géochimique produit par le volcanisme sous-marin. C'est une découverte absolument sidérante qui a bouleversé notre vision du monde et nos credos scientifiques. La découverte de la chimiosynthèse révolutionne donc la biologie. Et personne n'imagine alors qu'elle puisse se produire ailleurs que sur les oasis hydrothermales. Jusqu'aux recherches de Craig, qui démontrent qu'elle intervient également sur les cadavres de baleines. Les sites hydrothermaux et les cadavres de baleines forment donc deux habitats où ce phénomène unique permet à une faune spécifique de se développer. On tient peut-être la solution à l'énigme qui perdure depuis 1977. Comment est-il possible à ces espèces de coloniser les sites hydrothermaux alors que ceux-ci ont une durée de vie très aléatoire et qu'ils sont parfois très distants les uns des autres? Les recherches de Craig laissent entrevoir que les cadavres de baleines pourraient être le chaînon manquant permettant à cette faune de survivre dans le désert des grands fonds. D'après Craig,
500 000 cadavres de baleines tapissent le plancher océanique. L'ensemble forme un gigantesque réseau de haltes permettant à la faune spécialisée des grandes profondeurs de se maintenir en vie et de se reproduire. Un détour par le musée d'histoire naturelle de Seattle donne un relief encore plus étonnant aux découvertes de Craig. On peut y rencontrer un paléontologue, chasseur de fossiles, Jim Goddard, qui à lui seul a découvert plusieurs squelettes de baleines fossilisées. Les premières baleines sont apparues il y a environ 50 millions d'années. On pense qu'elles ressemblaient un peu à ça. Elles n'ont pas grand-chose à voir avec celles d'aujourd'hui, mais on retrouve une certaine similitude entre ce crâne et celui que nous avons ici. Il s'agit sans doute d'une étape transitoire entre les baleines modernes et les baleines les plus primitives. Même pour Jim, qui côtoie au quotidien des baleines vieilles de 30 millions d'années, l'association squelette de baleines clams n'a rien d'incongru. Souvent associés à ces fossiles, on découvrait certains types de clams qu'on n'avait repérés nulle part ailleurs dans le sédiment environnant. On ne les trouvait jamais autour des carcasses d'oiseaux ou de poissons dans les mêmes dépôts géologiques, uniquement autour des grands squelettes de baleines, ce que je trouvais très curieux. Puis j'ai lu quelques articles qui expliquaient comment certains animaux colonisaient les grands fonds en se servant des carcasses de baleines comme étape de ravitaillement pour traverser les étendues des fonds marins. J'ai alors réalisé que nous avions sous les yeux les plus vieux exemples au monde d'associations entre clams et baleines, avec quelques-uns des premiers cétacés du Pacifique Nord. Cela fait donc 30 millions d'années que les carcasses des baleines jouent un rôle majeur dans la vie des abysses. Des millions d'années d'évolution qui ont connu une perturbation brutale avec l'avènement de la pêche industrielle au XIXe siècle. Les populations de cétacés se réduisent alors comme peau de chagrin. L'équilibre de la chaîne alimentaire dans les abysses en est forcément bouleversé. La chasse à la baleine a eu un impact considérable sur le nombre de baleines qui meurent et coulent au fond de l'océan. On estime qu'entre 65 et 90% des écosystèmes formés par les cadavres de baleines ont disparu à cause de la chasse. Et si, comme cela semble être le cas, la survie de certaines espèces repose sur les cadavres de baleines, un grand nombre d'entre elles ont dû disparaître au cours du XXe siècle. Donc je pense que la chasse à la baleine est à l'origine de l'extinction de certaines espèces dans les grands fonds. L'expédition dans les abysses ne s'achève pas avec le retour au port. Il reste à accomplir un long travail d'analyse des échantillons et à porter à la connaissance de la communauté scientifique les résultats de cette exploration. Une chose est certaine, les similitudes entre l'écosystème des sites hydrothermaux et celui des carcasses des baleines n'ont pas encore livré tous leurs secrets. Les baleines grandissent en surface, donc l'énergie que représentent leurs cadavres dans les grands fonds est très différente de l'énergie que l'on trouve aux sources hydrothermales. La découverte des habitats formés par les cadavres de baleines ne renverse pas l'ordre du monde, mais elle prouve qu'il existe d'autres voies possibles pour le développement de la vie dans les environnements profonds. Le cimetière des baleines est un mythe bien connu. Et quand je dis que j'étudie les baleines mortes, on me demande souvent si je connais le cimetière des baleines et si elles se rendent toutes au même endroit pour mourir. Mais c'est comme pour le cimetière des éléphants, nous n'en avons aucune preuve. À ma connaissance, rien n'indique l'existence de cimetières pour des mammifères autres que pour l'être humain. Craig Smith maintient depuis 20 ans le cap d'une recherche exigeante
à l'avant-garde de la connaissance du monde sous-marin. Les formes de vie étonnantes que ces travaux ont révélées inciteront peut-être les hommes à préserver l'équilibre écologique des fonds océaniques, à l'heure où certains envisagent leur exploitation industrielle. Pour l'instant, Craig sait qu'il n'a fait que lever un coin du voile qui a recouvert le monde des abysses jusqu'ici. La semaine prochaine, nous aurons quitté les abysses pour la montagne. C'est la montagne dite du diable, en Bolivie, qui abrite ce qui fut jadis la plus grande et la plus meurtrière mine d'argent du monde. Nous aurons pour guide Basilio, un garçon de 14 ans qui travaille dans la mine avec son jeune frère. À la semaine prochaine et illico sur le net.